Alors bonjour à tous, merci d'être là. Avant de commencer, comme il est de coutume, j'ai un crash de keynote. C'est vraiment la première fois que je vois cette expérience. Je démarre ma slide et mon keynote plante. Alors je voulais me présenter. Ça plante, on va espérer que ce n'est pas mon nom de famille qui fait buter keynote. Voilà. Alors, je suis Philippe Lazzaroni, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ce sera aujourd'hui ma 6e participation en tant que conférencier à la FM Conférence. Alors, je suis très heureux d'être avec vous. La slide qui est là présente ma société Direct Impact Solutions, qui existe depuis déjà, on entame notre 20e année d'existence. On est basé au Canada, évidemment. Vous l'aurez reconnu pour mon accent, pour ceux qui ne m'avaient jamais vu présenter avant. Et on vient un petit bureau à Toulouse, ici en France. Donc, on étend nos activités au territoire français. Vous avez peut-être vu la feuille dans votre cartable du participant. Sur une note plus personnelle, je suis aussi le papa de cet adorable petit garçon de 6 ans qui croit que Dominique... Donc, ça m'avait bien fait rire. Également, je suis... Tu veux qu'on change? Voilà. Et donc, je suis également un fan fini de baseball. Probablement que vous vous en balancez, comme on dit au Québec, puisque le baseball ici n'est pas très présent. Mais pour moi, c'est très important, une très grande présence dans mon cœur. Peut-être pour vous, c'est le rugby, mais on va essayer de passer sous silence la performance de samedi dernier. Ouais. C'est une belle leçon de rugby, n'est-ce pas, samedi dernier? Mais bon, voilà. Alors, mon sujet aujourd'hui, un sujet peut-être un peu plus léger, plus business. Maintenant, après 19 ans d'expérience, je développe un peu moins, j'ai un peu plus de temps pour philosopher. Et je voulais partager avec vous un intérêt que j'ai par rapport au test utilisateur. Et ça m'amène à vous présenter aujourd'hui ce topo que j'ai préparé avec l'aide d'un collègue, en fait, dont c'est l'expertise principale. Il s'appelle Daniel Paquin. Il est donc de Zoom Média au Québec. Il a préparé une bonne partie du matériel pour moi et je l'ai un peu peaufiné avec lui. Son intention à Daniel est de présenter une session complète d'1 heure, éventuellement peut-être ici en France l'an prochain, ou à notre conférence québécoise. Mais pour le moment, vous allez avoir un petit abrégé de 15 minutes sur les tests utilisateurs. Je vais vous parler de conception centrée sur l'utilisateur. Je vais vous introduire à ce que c'est qu'un test d'utilisabilité. C'est un drôle de terme. Traduction littérale de usability. Ce n'est pas un mot français, mais il n'y a pas d'équivalent en français, alors on l'adopte. Utilisabilité. Et ensuite, quelques consignes sur comment on peut opérer ce genre de test. Et à la fin, je n'aurai pas le temps de répondre à vos questions. Conception centrée sur l'utilisateur. Alors, comme l'illustre bien ce petit diagramme, on parle ici de design d'interface ou de système, de logiciel doté d'interface, durant le processus, on va s'assurer d'avoir l'utilisateur qui est au centre de l'ensemble du processus. On va d'une part se concentrer sur qui sont nos utilisateurs, quelles sont leurs tâches réelles dans leur quotidien. Et on va travailler de façon itérative, c'est-à-dire qu'à chacune des itérations du logiciel ou du module ou du composant que l'on développe, on va s'assurer d'intégrer les utilisateurs réels dans une phase de test. Et à travers le parcours, on s'assure d'avoir des mesures, des indicateurs de performance et d'encadrer les périodes de test de façon suffisante. Ça introduit le concept d'utilisabilité. Je vous ai mis là le copier-coller de la norme ISO qui définit ce que c'est que l'utilisabilité. Je vous laisserai la lire, vous aurez les slides évidemment. Mais selon Jacob Nielsen, qui est une sommité en matière de design et d'ergonomie, qui a d'ailleurs, je trouve que ça bouille bien sympathique, je trouvais rigolo
de le mettre là, mais donc Jacob Nielsen, pour lui, il situe l'utilisabilité dans un concept plus large d'acceptabilité. Donc l'objectif, c'est que lorsqu'on développe un système, on veut s'assurer qu'il soit accepté par les utilisateurs. Et l'acceptation en tant que telle, au sens large, a différentes composantes. Et on va rechercher d'abord la fiabilité du système, la performance, un certain niveau d'utilité, bien entendu, et un niveau d'utilisabilité. Ce qui est intéressant ici, c'est de noter la nuance entre utilité et utilisabilité. Il est tout à fait possible de développer un système qui soit utilisable, parfaitement utilisable, mais complètement inutile. Et c'est tout l'intérêt de faire des tests d'utilisabilité, c'est de s'assurer que ce qu'on développe est utile, en plus d'être utilisable. Donc, on s'assure d'avoir une adéquation à travers ces quatre grands thèmes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'un test d'utilisabilité à proprement parler? Eh bien, c'est une méthode qu'on va utiliser pour évaluer si un produit est utilisable par les utilisateurs. On va s'en servir pour identifier les difficultés que les utilisateurs rencontrent lorsqu'ils essaient d'utiliser le système sans nécessairement avoir de consignes précises quant à comment l'utiliser. On veut mettre en relief ce que le cerveau de l'utilisateur n'arrive pas à assimiler de façon naturelle lorsqu'il est exposé au système. On va plutôt tester des cas d'utilisation, des scénarios, plutôt que des fonctionnalités. Donc, par opposition à une approche plus traditionnelle où on va définir des exigences logicielles et faire tester des spécifications, puis valider la conformité d'une spécification à l'égard de l'exigence. Là, dans ce cas-ci, on ne va pas donner à l'utilisateur une fonction particulière ou un bouton particulier à tester. On va plutôt l'exposer au système et l'observer travailler pour voir comment il va par lui-même interagir avec le système en question. Quand on fait ce genre de test, bien, en fait, dans un monde idéal, on le fait à toutes les phases du développement du logiciel. À chaque fois qu'il y a une itération ou un nouveau développement, on va passer en test d'utilisabilité pour s'assurer que la conception qu'on a faite va tenir la route par la suite. Ceci étant dit, moi, j'ai une affection ou un intérêt pour le faire le plus tôt possible en amont, dès la phase d'analyse, dès le prototypage, dès le début d'un projet, pour s'assurer évidemment qu'on ne va pas développer sur quelque chose qui, au final, ne sera pas en adéquation avec les attentes de l'utilisateur. Ça se passe comment concrètement? Bon, plusieurs d'entre nous avons des petites sociétés, on a souvent un peu des méthodes artisanales, pas toujours très rigoureuses, mais dans un monde idéal, quand on a un projet d'une suffisamment grande envergure, on a une méthode ici dont je vais vous parler, qui a été éprouvée justement par Daniel. Donc, il s'agit d'identifier des volontaires, des utilisateurs volontaires, un ou des utilisateurs volontaires, et d'avoir un facilitateur ou un animateur qui va animer la session de test, et également des observateurs silencieux qui, eux, dont leur rôle sera plutôt de prendre des notes d'évaluation qualitative et quantitative quant au comportement des utilisateurs lors des tests. Petite parenthèse ici, une erreur classique. C'est-à-dire que nous, Direct Impact, on existe donc depuis bientôt 20 ans. On a parfois des projets d'assez grande envergure, en particulier des projets web qui interagissent avec FileMaker, nous donnent un peu de substance. Et on a, par le passé, souvent eu la mauvaise habitude de traiter avec notre client, donc celui qui paye, soit le décideur ou soit le project owner, ou soit une combinaison des deux. Donc, on parle du project owner chez le client. On définit les besoins avec lui. On s'entend sur des spécifications, sur des maquettes également. On fait du prototypage. On fait approuver par ceux qui nous ont commandé le logiciel. Et après, on développe. Et là, après, on soumet des tests aux utilisateurs où on leur envoie, on leur donne accès au système, puis on leur demande de tester. Et généralement, on ne supervise pas nécessairement les tests. On s'appuie sur le project owner qui, normalement, à l'interne, devrait superviser ces tests. Et au final, on arrive à avoir des bons résultats, mais un peu trop souvent, on se retrouve avec certaines portions du système qui ne sont pas bien acceptées par les utilisateurs, se retrouvent à être l'utilisateur va dire ça répond pas exactement c'est pas comme ça que je l'aurais fait, ou ça me ralentit dans mon travail plutôt que de m'aider, parce qu'on les a pas intégrés en amont dès le départ quant à décider comment on présenterait l'interface. Et donc, pour réduire un peu ces risques-là, c'est d'introduire cette notion d'utilisabilité et de test. Comme je voulais un peu philosopher, je me suis permis d'inventer une allégorie.
vous m'épargnerez la faiblesse de l'idée, mais quand même, je voulais quelque chose qui n'est pas informatique, l'allégorie de la poignée de porte. Alors, on s'imagine que quand on construit une maison, un appartement ou un bureau commercial, puis qu'on doit faire des rénovations, on doit choisir quelle poignée de porte on va mettre sur chacune de nos portes. Et on va généralement, d'emblée, choisir la poignée en fonction de critères comme la robustesse, le look, le niveau de sécurité ou toutes sortes de paramètres. Mais rarement, on se demande qui sont les personnes qui vont ouvrir cette porte. Et un cas qui nous est arrivé chez Direct Impact récemment, puisqu'on a refait notre bâtisse, on n'avait pas pensé que certains de nos employés transportent des boîtes et vont sortir par une porte en particulier, et eux doivent déposer la boîte avant de pouvoir ouvrir la porte. Et donc, probablement qu'on aurait été mieux, dans ce cas-ci, de tenir compte de l'utilisateur et de lui choisir une poignée de porte qui convient à son utilisation. Donc, voilà pour mon allégorie. Pourquoi voudrait-on faire des tests d'utilisabilité? Bien, naturellement, ça permet d'avoir une rétroaction des utilisateurs, du feedback, très rapidement dans le projet avant qu'on ne relâche l'interface dans la jungle. Les concepteurs, les programmeurs peuvent donc apporter des modifications très tôt et même au fur et à mesure durant le projet pour s'assurer de bien aligner le développement. Au final, ça diminue les guerres d'opinion, justement. Trop souvent, on va avoir des utilisateurs qui vont dire « c'est pas mon idée, c'est pas comme ça que je l'aurais fait ». Là, s'ils ont été impliqués en amont, ils ont beaucoup plus de chances de l'adopter. Et ça évite également que le système soit perçu comme étant un décret unilatéral de la haute direction. Les utilisateurs se l'approprient beaucoup plus facilement. Et au final, on va se retrouver évidemment à avoir une réduction de coûts. Je vous épargne les détails de l'étude, mais il y a une étude qui démontre que, au final, 64% des coûts d'entretien d'un logiciel sont attribuables à des problèmes d'interaction entre l'utilisateur et le système. Donc, pas nécessairement des bugs de fonctionnement, mais des problèmes d'utilisabilité. Donc, naturellement, si on travaille sur l'utilisabilité, on peut réduire significativement les coûts subséquents d'entretien du logiciel. Au niveau de la méthode, maintenant, bon, celle-ci, je ne l'ai pas éprouvée encore. C'est ce que Daniel a fait dans son projet là où il travaille, avec succès. Ils ont bâti cette méthode en s'inspirant des règles qui existent et de la documentation, de la littérature sur le sujet. Je vous partage les grandes lignes aujourd'hui. Puis je me promets de l'essayer dans un de mes projets, puis peut-être vous en reparler dans une présentation subséquente. Mais néanmoins, les grands principes généraux, c'est qu'il s'agit de désigner des participants. On va sélectionner un échantillon de 5 utilisateurs à partir des utilisateurs, des vrais utilisateurs du système, et idéalement des utilisateurs qui ont déjà manifesté un intérêt pour collaborer au développement et au test. Pourquoi 5? Bien, il y a une étude de notre ami Jacob Nielsen qui lui démontre qu'au-delà de 5 utilisateurs qui ont le même profil, qui ont la même tâche, le bénéfice n'est pas significatif quant à ce que tu vas récolter comme information supplémentaire. Bon, naturellement, si vous avez 15 employés qui ont la même fonction, vous en choisissez 5, mais si vous n'en avez que 3, ben, vous allez faire avec 3, vous n'allez pas inventer des utilisateurs qui n'existent pas. On va s'assurer, parmi les 5 personnes qu'on va choisir, d'avoir un amalgame de personnalités ou de types de personnes différentes, donc basé sur l'âge, le sexe, sur le niveau d'expérience de la personne ou le niveau de confort avec le logiciel précédent ou le niveau de confort avec l'informatique en général, avoir un éventail, un spectre assez large de types d'utilisateurs pour avoir une meilleure représentativité et des meilleurs résultats de tests. On va également s'assurer que les tests soient bien encadrés et donc de ne pas seulement donner des consignes verbales, mais de remettre un document écrit qu'on appelle dans ce cas-ci un manuel de facilitation qui va permettre aux participants, celui qui participe à la session de test, de bien comprendre l'objectif de la session, les attentes envers sa contribution, les rôles de chacun également, qu'il sache qu'il y a des observateurs s'il y en a, qu'il sache quel est son rôle, quels seront ses scénarios de test, quels seront le type de questions auxquelles il devra répondre. On va naturellement s'assurer d'avoir des questions ouvertes, qui ne sont pas suggestives pour essayer de forcer l'utilisateur à s'exprimer puis donc à donner un peu de chair autour de l'os. Et on va surtout préciser aux participants qu'il sera laissé seul durant les tests. On ne va pas lui dire quoi faire, on ne va pas l'interrompre dans son processus. En amont, on lui donne son scénario, qu'est-ce qu'on s'attend de lui, quelles sont les questions pour lesquelles on veut des réponses. On va le laisser travailler,
on va l'observer, puis on va le laisser faire des erreurs parce qu'on veut justement savoir qu'est-ce qui ne marche pas dans ce qu'on a conçu, qu'est-ce qui n'est pas compris intuitivement par l'utilisateur. Dans un monde parfaitement idéal, on va toujours planifier 2 rondes d'essais, 2 rondes de tests avec les 5 participants, et on va laisser une pause entre les 2 rondes pour que, à partir de la première ronde d'essai, on puisse collecter, identifier des correctifs et refaire la même ronde avec le système déjà corrigé pour question d'aller optimiser les résultats et les correctifs qu'on va pouvoir, les bénéfices qu'on va en retirer au final. Si vous êtes à l'étape d'analyse et que vous êtes en mode prototype, bien sûr, vous pouvez utiliser des logiciels de prototypage, comme Maxime a parlé hier à sa présentation. Je pense que Maxime a évoqué Balsamiq Mockups. Nous, chez Direct Impact, on utilise Flare Builder, qui est un équivalent, qui a d'autres caractéristiques. Mais l'idée, c'est que le test doit être fait idéalement avec quelque chose d'interactif. Si c'est une maquette ou un prototype, c'est préférable que ça reproduise des actions que l'utilisateur va réellement faire dans sa situation de travail. Bon, ça pourrait être fait avec des maquettes papier, mais dans un monde idéal, on préfère d'avoir un niveau d'interactivité. Si vous voulez, vous pouvez faire vos prototypes avec FileMaker directement. Ben c'est bon, il me reste une ligne et après, c'est terminé. Et dans un monde également idéal, on va séparer les participants un à chaque jour pour avoir du temps entre chaque participant pour assimiler les observations. Et les entrevues ne doivent durer qu'1 heure maximum. On laisse la personne, pendant un court laps de temps, réagir au système et on l'observe. Et c'est à peu près tout. Ce sont les grandes lignes du test d'utilisabilité. Ceux qui s'intéressent à la matière, je vous ai mis dans les slides quelques références externes. Il y en a des dizaines d'autres, peut-être encore plus pertinentes, mais j'ai choisi celles-ci puisqu'elles ont inspiré la préparation de ce topo. Et c'est maintenant pour moi le temps de ne pas répondre à vos questions. La dernière ligne, c'était de séparer les gens, mais est-ce que tu ne risques pas justement qu'ils parlent entre eux et qu'ils biaisent les résultats? À cette étape-ci, moi, je suis en mode théorique puisque je n'ai jamais encore mis en pratique, donc je n'ai pas de réponse pertinente à cette question, mais je peux imaginer qu'il pourrait y avoir des risques, mais bon, ça se passe quand même dans une période assez concentrée, 1 semaine, et puis je vais m'informer auprès de mon expert Daniel, voir comment lui gère ça de son côté. D'autres questions? C'est terminé. Merci beaucoup.